Salut tout le monde. Ce soir, nous allons lentement traverser les couloirs glacials d'un château médiéval, là où la solitude des femmes ne se hurle pas, mais se tisse entre les pierres, les tissus et les silences. Vous traînez votre robe, un peu trop lourde, sur un sol de pierre, un peu trop froid, en espérant peut-être qu'un murmure vous réponde. Mais non. Seul l'écho vous renvoie votre propre soupir. Avant de vous mettre à l'aise, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Et pendant que vous y êtes, dites-moi dans les commentaires où vous êtes et quelle heure il est chez vous. Je parie qu'il fait moins humide que dans cette fichue tour de guet. Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour un léger bourdonnement de fond et commençons ensemble l'aventure de ce soir. Vous avancez dans un couloir qui semble un poil trop long pour un bâtiment censé être modeste mais fonctionnel. Il n'y a pas de torches allumées, juste la lumière trouble d'un après-midi nuageux qui glisse à travers une fente dans le mur. Oui, une fente. On vous avait vendu des fenêtres, mais ce sont plutôt des meurtrières, ces étroites ouvertures verticales conçues pour tirer des flèches plutôt que pour admirer le jardin. Sauf qu'il n'y a pas de jardin. Juste une cour intérieure en terre battue, un puits grinçant et une chèvre qui vous regarde comme si vous étiez le divertissement de la journée. Les châteaux n'étaient pas pensés pour l'intimité ou le bien-être. Ils étaient pensés pour survivre à un siège. Du coup, les pièces sont sombres, les murs sont épais comme la foi du curé du village et les plafonds si hauts qu'on entend les chauves-souris discuter politique à la nuit tombée. Les historiens se disputent encore pour savoir si les châteaux étaient vraiment si inconfortables ou si on exagère un peu par romantisme postmoderne. Mais vous, ce n'est pas un débat, c'est votre quotidien. Une pièce avec un lit à baldaquin, un coffre, 2 tapisseries, et c'est tout. Ah non, il y a aussi une chaise qui grince. Toujours. Il y a quelque chose de curieusement oppressant dans l'abondance de pierres nues. Comme si la fortification avait été pensée pour vous tenir à l'écart du monde, même sans ennemi à l'horizon. Et ce n'est pas qu'un sentiment, c'est un isolement concret. Pas d'escalier roulant, pas de cloche pour appeler Netflix, juste le bruissement de votre robe et vos propres pensées qui deviennent vite vos colocataires les plus bruyants. Petite pause sensorielle. Touchez les murs. Ils suintent légèrement. Pas de moisissure visible, mais une sensation d'humidité froide qui vous colle aux doigts. L'air sent le fer, la laine mouillée et la cire. Même les tentures, censées isoler, sentent l'âge. Vous avez parfois l'impression de vivre dans une armoire. Mais vous restez là, droite, parce que vous êtes une dame, et les dames ne se plaignent pas. Enfin pas à voix haute. Vous finissez par atteindre une galerie, un mot généreux pour un couloir avec 3 fenêtres et une vue sur les cuisines. C'est là qu'on vous a autorisé à marcher quand vous avez besoin de vous dégourdir les jambes. Et là encore, pas seul. Il faut une suivante. Pour la bienséance, et aussi pour éviter que vous ne tombiez dans un puits de désespoir et de mélancolie. Littéralement. Ces puits sont traîtres. On vous a aussi attribué une tour privée, ce qui semble très bien sur le parchemin. En réalité, c'est une pièce ronde, étroite, avec un lit, une coiffeuse et une unique ouverture sur l'extérieur. Cette ouverture donne sur un mur, le mur d'en face, un autre pan de château. C'est comme réserver une chambre avec vue sur un parking, version médiévale. Et ce n'est pas fini. L'absence d'isolation fait que les bruits vous parviennent sans cesse. Pas ceux qu'on espère, les clochettes d'un marchand ambulant ou le chant d'un barde. Non, plutôt le grincement du pont-levis, le ronflement d'un garde ou le hoquet insistant du vieux chapelain après son vin chaud. Un vrai festival. Une anecdote étrange circule dans le château. Une lointaine parente aurait décoré toute sa chambre de portraits d'animaux pour ne pas se sentir seule. Mais les seuls portraits ici sont religieux, peints sur bois, et Jésus ne vous répond pas quand vous lui parlez en tricotant. Alors vous comptez les pierres, littéralement. Le mur est composé de blocs irréguliers
et parfois vous imaginez que certains forment des motifs. Là, un visage. Là, un oiseau. C'est votre Netflix local. Et honnêtement, il ne bugue jamais. Et le plus ironique dans tout ça, vous êtes riche, noble, privilégié, disent les gens du village en bas de la colline. Pourtant, vous donneriez beaucoup pour un banc en bois près d'une rivière ou une conversation sincère avec quelqu'un qui ne vous appelle pas « Madame » toutes les 5 secondes. Les châteaux médiévaux sont conçus pour l'autorité, la peur et l'apparence. Pas pour la chaleur humaine. C'est un peu comme vivre dans un immense costume d'armure, impressionnant de l'extérieur, inconfortable de l'intérieur. Et vous, là-dedans, vous apprenez à apprivoiser la solitude, à la domestiquer comme une bête étrange. Vous l'apprenez si bien que vous lui donnez presque un nom. Peut-être Pénélope, comme dans les vieux poèmes, ou Silencine, la muse des non-dits. Mais ne vous inquiétez pas. On va continuer à avancer dans ces pierres froides, et peut-être qu'au détour d'un escalier, d'un parchemin ou d'un bain tiède, ne rêvez pas trop, on trouvera un peu plus de lumière. Le mariage n'est pas une affaire d'amour, du moins, pas pour vous, pas au XIIIe siècle, pas à 14 ans. Quand vous pensez à ce jour-là, vous vous souvenez surtout de la couronne de fleurs qui grattait votre cuir chevelu et de la manière bien trop sérieuse avec laquelle tout le monde vous observait, comme si vous étiez un plat important lors d'un banquet. Sauf qu'on n'allait pas vous manger, juste vous envoyer dans un château encore plus grand, avec encore plus de silence. Votre mari? Ah oui, lui. Il avait 30 ans, et l'air de quelqu'un qui avait déjà vu trop de batailles et pas assez de siestes. Il vous a regardé comme on examine un coffre, pas par méchanceté mais par habitude. Et puis, dès la lune suivante, il est parti. En guerre, en croisade, en tournoi, peut-être juste en vadrouille, allez savoir. On vous dit que c'est noble, héroïque, stratégique. Ce qui est surtout stratégique, c'est de vous laisser seul avec des gens que vous ne connaissez pas dans une maison dont vous n'avez pas choisi une seule pierre. Les historiens se disputent encore pour savoir à quel point les jeunes épouses médiévales avaient de l'autonomie pendant les absences de leur mari. Mais vous savez, vous êtes autorisés à gérer quelques affaires, signer 2 ou 3 parchemins pendant que le sénéchal bâille. Mais surtout, on attend de vous que vous restiez calme, poli et que vous vous teniez occupé. Tricotez votre destin, si possible. Et donc, vous apprenez. Vous apprenez à marcher lentement, avec grâce, à parler peu, à sourire même quand le vin a tourné. Vous passez de jeune fille à silhouette silencieuse en moins de 2 saisons. Le plus dur, c'est d'être traité comme une adulte sans qu'on vous ait jamais appris à en être une. Mais après tout cela est normal. Les alliances matrimoniales sont des affaires de terre, d'honneur et de pièces d'or. Vous êtes un lien vivant entre 2 familles. Une ficelle bien coiffée, bien parfumée et bien silencieuse. Et dans les réunions, on parle de vous comme d'une union avantageuse. C'est flatteur, comme on dirait d'un bon fromage. Vous avez des servantes, bien sûr. Mais leur chuchotement vous rappelle que vous n'êtes pas d'ici, que vous ne le serez peut-être jamais. Elles ont grandi dans ce château, connaissent tous les greniers, tous les couloirs, toutes les histoires d'apparitions nocturnes. Vous apprenez à ne pas vous perdre dans votre propre maison, et vous commencez à noter les absences. L'absence de votre mère, d'abord, que vous n'avez pas revue depuis le mariage. L'absence de toute voix familière. L'absence de rythme, les jours se confondent, les repas aussi. L'absence de tendresse, évidemment. Mais aussi l'absence de panique. Car au fond, on ne vous demande pas d'exister, juste de persister. Là, dans votre chambre, une tapisserie montre un cerf poursuivi par des chiens. Vous vous demandez souvent s'il s'en sort à la fin. Spoiler, probablement pas. Mais vous l'aimez bien ce cerf. Il a l'air préoccupé. Comme vous, coincé dans une boucle tissée à la main par quelqu'un qui s'ennuyait tout autant que vous. Une anecdote flotte dans les souvenirs du château.
Une dame, il y a longtemps, aurait sculpté en secret des petits visages dans les poutres de sa chambre. On en retrouve parfois grimaçant entre les ombres du plafond. Les femmes seules ont toujours trouvé des moyens de laisser une trace, discrète, presque risible. Comme une façon de dire « J'étais là, j'ai attendu ». Parfois, vous recevez des messages de votre père, de votre frère, des missives sèches écrites par un scribe trop pressé. Rien de personnel. Juste un porte-toi bien entre deux consignes sur la gestion des récoltes. Votre mari aussi écrit de temps à autre. Il parle de boue, de chevaux, de Dieu et de stratégie. Il vous appelle chère épouse. Vous ne lui en voulez pas? Après tout, vous ne savez pas trop comment l'appeler non plus, mais vous vous surprenez à rêver d'un jour où quelqu'un vous demanderait ce que vous pensez, d'une discussion sincère, même brève, d'un regard qui ne soit pas seulement poli. Et dans ces rêves, il n'y a pas de château, juste un champ ouvert, un ciel qui bouge et peut-être un chien, un vrai, pas un brodé. Et pourtant, la solitude vous apprivoise doucement. Vous vous levez plus tard. Vous apprenez à faire durer le brossage de cheveux, à savourer les rares moments où la lumière entre franchement par une lucarne. Vous développez une étrange relation avec le temps. Il est à vous. C'est votre seul bien. Alors vous l'étirez comme du pain chaud. Une fois, un ménestrel est passé. Il a chanté une chanson étrange à propos d'une princesse enfermée dans une tour, mais qui s'y plaisait finalement. Vous avez ri, un petit peu. Puis vous avez regardé autour de vous et réalisé que votre tour n'était pas si différente. Et puis il y a ce pigeon. Oui, ce fichu pigeon gris qui revient sur le rebord chaque matin. Vous avez décidé qu'il s'appelait Gérard. Il ne fait rien d'intéressant, mais il vous observe. Et vous lui parlez. Pas à voix haute, bien sûr, mais mentalement. Il vous répond parfois. Vous êtes même tombé d'accord sur le fait que les repas du soir sont les pires. On pourrait penser que tout cela est triste. Mais non, c'est juste lent, immobile, comme une étendue d'eau sans vent. Parfois, cette immobilité vous protège. Elle devient une couverture. Vous la repliez sur vous, vous la tapotez, vous vous installez dans son creux. Ce n'est pas que vous aimez la solitude, mais vous la connaissez désormais. C'est votre compagne, comme votre robe, un peu lourde, un peu encombrante, mais elle vous suit partout. La broderie vous occupe. Ou du moins, c'est ce que tout le monde prétend. Cela apaise l'esprit, dit-on. Peut-être. Vous n'êtes pas certaine que votre esprit ait besoin d'être apaisé. Ce dont il aurait besoin, c'est d'un peu de nouveauté, de conversation ou d'une infusion à la cannelle. Mais la cannelle coûte une fortune et la nouveauté est un concept abstrait ici. Alors vous brodez. Le fil crisse doucement à chaque passage. L'aiguille perce l'étoffe avec cette précision mécanique que vous maîtrisez maintenant les yeux fermés. Littéralement. Vous avez déjà brodé un motif entier dans la pénombre, juste pour tester. Résultat, un oiseau avec 3 ailes. Vous l'avez gardé. Les historiens se disputent encore pour savoir si la broderie était une forme d'expression ou simplement une tâche imposée. Il y a probablement du vrai dans les deux. Pour vous, c'est devenu quelque chose entre un journal intime et un exercice de patience extrême. Vous ne tissez pas seulement des fleurs ou des cerfs, vous tissez vos pensées, vos envies, vos colères discrètes. Il y a cette tapisserie, là, sur le mur S. Elle raconte une scène de chasse, classique. Mais si l'on regarde bien, dans un coin discret, on peut voir une dame qui regarde ailleurs, qui ne participe pas. Un détail si subtil qu'on jurerait qu'il a été ajouté en cachette. Vous vous demandez souvent si une brodeuse comme vous s'est permis cette liberté. Une petite insoumission cousue entre 2 lignes de soie. On vous confie parfois des travaux de commande, des napperons pour l'autel de la chapelle, des bordures pour les coiffes d'apparat, des doublures de capes. Ce sont les jours les plus ennuyeux, parce que tout est dicté, mesuré, décidé par d'autres. Ce n'est pas vous qui parlez à travers l'aiguille.
ce sont les convenances. Alors vous vous rattrapez dans vos ouvrages personnels. Vous vous amusez à y cacher de minuscules symboles. Une clé, un oiseau de profil, une lune souriante, à peine visible. Une fois, vous avez même brodé un mot entier en runes anciennes, juste pour voir si quelqu'un le remarquerait. Personne ne l'a fait. Ce mot, c'était « patience ». Une anecdote étrange court sur une châtelaine d'Anjou qui aurait brodé son propre testament dans un rideau de chambre. Elle aurait cousu les noms de ses héritiers avec du fil doré, camouflé dans des versets bibliques. À sa mort, les notaires ont tout raté et le rideau est resté accroché là, dans l'indifférence la plus totale. Vous trouvez ça génial. Triste, mais génial. Votre journée est rythmée par la lumière et par les points. Point de tige, point de chaînette, point lancé. Vous avez vos préférés, bien sûr, et parfois vous brodez dans des endroits improbables. Une manche, une doublure, l'intérieur d'un gant, comme pour vous souvenir que vous existez même là où personne ne regarde. Le bruit du fil vous suit comme une respiration. C'est discret, hypnotique. Une ASMR médiévale. Vous ne comptez même plus les heures passées à reproduire les mêmes motifs, roses stylisés, croix, étoiles. Si vous n'avez plus de tissu, vous redéfaites un ouvrage ancien et recommencez. Le recyclage avant l'heure. Il fait souvent trop sombre pour bien voir, surtout en hiver. Alors vous vous rapprochez de la fenêtre ou d'une chandelle qui vacille dangereusement. Vous vous êtes déjà brûlé 3 fois, mais bon, personne ne perd un bras pour une bordure de nappe. Enfin, normalement, la solitude, ici, se mesure aussi en kilomètres de fil. Vous avez brodé l'équivalent de 2 fois la hauteur de la tour, et pourtant, vous ne vous en êtes pas rapproché. Le sommet reste inaccessible, réservé à d'autres, ou simplement fermé à clé. Pour votre sécurité, bien sûr. Parfois, une suivante vient s'asseoir avec vous. Elle tricote ou recoud une chemise pour le palefrenier. On parle peu. Vous lui demandez parfois de vous raconter une histoire. Elle le fait à demi-voix, comme si les murs pouvaient juger les récits trop joyeux. Elle connaît beaucoup d'histoires qui finissent mal. Vous les aimez bien quand même. Un jour, vous avez eu l'idée de broder une carte. Une carte imaginaire, bien sûr, avec une forêt enchantée, un château renversé et une rivière qui coule à l'envers. Ça vous a pris 3 semaines et vous l'avez caché dans la doublure d'un coussin. Un coussin que personne ne touche jamais. C'est peut-être votre plus grand chef-d'œuvre. Personne ne le verra. Et c'est bien comme ça. Ce soir encore, vous êtes assise près du feu, dans cette salle ronde où les courants d'air s'invitent dès la tombée du jour. Vous passez le fil, encore et encore, et vous imaginez que chaque point est un mot, une lettre, une phrase, que quelqu'un, un jour, saura les lire, comme une lettre envoyée vers l'avenir, sans pigeon ni messager. Vous vous souvenez de cette phrase que vous avez entendue lors d'un repas trop long? Les femmes parlent avec leurs mains. À l'époque, c'était censé être une critique, mais vous le prenez comme un compliment, car vos mains, elles parlent, elles crient parfois, en silence, et elles sont bien plus éloquentes que n'importe quelle épée. Le fil glisse une dernière fois avant que vous posiez l'aiguille. Vous lissez l'étoffe, contemplez votre ouvrage. Ce n'est pas parfait, rien ne l'est, mais c'est là, et c'est à vous. On vous dit souvent que vous n'êtes jamais seul, que vous êtes entouré. Ce mot a l'air rassurant, comme une écharpe en laine chaude. Sauf qu'en réalité, vous êtes surveillé. Avec délicatesse, certes, mais surveillé tout de même. Elles sont partout, les dames d'honneur. Ce mot aussi est un peu trompeur. Ce ne sont ni vos amis, ni vos confidentes. Parfois, ce ne sont même pas des femmes. Une fois, on vous a assigné une gamine de 12 ans, muette, qui passait son temps à aligner des perles sans jamais les enfiler sur rien. Un mystère. Certaines sont là depuis longtemps, trop longtemps. Elles connaissent toutes les habitudes, tous les secrets, tous les petits gestes qu'on ne devrait pas voir. Elles ont cette capacité étrange à toujours apparaître au moment où vous pensiez être enfin seul. Comme des chats,
mais sans la douceur. On vous a dit que la présence de ces femmes est une protection, qu'elles assurent votre honneur, ce qui est vrai, et aussi très pénible, car leur version de protéger consiste à vous suivre à la trace, à rapporter vos faits et gestes et à ne jamais vous laisser fermer une porte derrière vous sans demander « Vous avez besoin d'aide, madame ?» avec cet air faussement innocent. Les historiens se disputent encore pour savoir si les dames de compagnie étaient sincèrement proches des châtelaines ou simplement des instruments de contrôle social déguisés en présence féminine rassurante. Dans votre expérience, c'est un peu des deux. Vous en appréciez certaines, détestez d'autres, et la majorité, vous les tolérez comme un courant d'air froid dans une pièce sans cheminée. Il y a Isabeau, par exemple. Toujours propre, toujours coiffée, toujours prête à faire un commentaire passif-agressif sur votre posture ou votre lecture du psaume 23. Elle est née noble, mais d'une branche pauvre. Elle attend quelque chose. Un mariage, une promotion, un miracle. Vous ne savez pas trop. Mais vous sentez qu'elle vous regarde comme un pion sur un échiquier qui pourrait, un jour, l'aider à traverser l'autre côté. Et puis il y a Margot, moins brillante, plus sincère. Elle vous a un jour apporté un gâteau au miel qu'elle avait fait elle-même en secret avec les restes des cuisines. Vous avez failli pleurer. C'était affreusement sec. Mais l'intention valait tout l'or du trésor ducal. Elle vous a raconté qu'elle se rêvait musicienne, mais qu'on lui a cassé son luth le jour de ses premières règles. Pas convenable? Voilà, 2 mots pour étouffer toute velléité d'existence. Vous essayez de tracer des lignes entre ces femmes. Qui est là par devoir? Qui par ambition? Qui par réelle gentillesse? Qui par curiosité malsaine? C'est un jeu mental qui vous occupe pendant les longues heures d'attente. Attendre le repas, attendre la messe, attendre que le temps passe. Une anecdote étrange. On raconte qu'une dame d'honneur, il y a longtemps, aurait fait semblant d'être sourde pendant 10 ans, juste pour qu'on la laisse tranquille. Elle brodait, écoutait tout et faisait semblant de ne rien comprendre. C'est à sa mort qu'on a découvert un journal dissimulé dans les doublures de ses vêtements, rempli de réflexions sur tout ce qu'elle avait observé. Vous trouvez ça génial et un peu inquiétant, car dans ce système clos, tout le monde vous observe, mais personne ne vous voit vraiment. Vous êtes une silhouette à habiller, à coiffer, à guider. On vous ajuste comme un apron sur une table de banquet, et à force, vous apprenez à vous effacer vous-même. Moins vous êtes présente, moins vous êtes vulnérable. Vous échangez parfois quelques confidences. Le soir, en repliant votre robe, Margot vous parle de ses rêves étranges. Isabeau vous récite les menus des banquets passés, de mémoire. Une autre vous apprend un mot en vieux gallois. Des miettes de vie, des traces de chaleur. Mais dès qu'une autre entre, tout s'interrompt. Les langues se lissent, les sourires deviennent fixes. Vous reprenez votre rôle. Digne, mesuré, imperméable, comme si vous aviez été sculpté dans la même pierre que le château. Et pourtant, vous rêvez de solitude, de vraie solitude, celle qu'on choisit, pas celle qui vous est imposée dans une pièce pleine de gens qui font semblant de ne pas vous juger. Vous avez même envisagé de vous enfermer dans le cellier. Mais l'odeur de fromage vous en a dissuadé. Vous vous souvenez de cette fois où vous avez tenté de demander une promenade seule. 5 dames ont voulu vous accompagner. 2 gardes ont proposé de vous escorter, et une suivante a même pensé que vous faisiez une crise de nerfs. Résultat, vous avez fini à la chapelle, à réciter 3 Ave Maria et à feindre une illumination spirituelle. Alors vous adoptez une autre stratégie. Vous vous taisez. Plus vous parlez peu, plus on vous laisse tranquille. C'est presque magique. Le silence comme bouclier, comme stratégie, comme murmure complice. Mais vous savez que les murs ont des oreilles, parfois littéralement. Derrière certaines tapisseries, il y a des passages étroits, des conduits de circulation pour les domestiques. Vous avez entendu des pas, des toux discrètes, des murmures, rien de sinistre.
juste des preuves que votre vie est observée comme une scène de théâtre permanent. Et vous, vous jouez votre rôle. Digne, élégante, parfaite, mais à l'intérieur, vous vous inventez des répliques, des réponses cinglantes que vous ne direz jamais, des discours poignants, des chants en latin inventés. Vous êtes entouré, mais seul, comme une statue dans une fontaine vide. Et parfois, vous vous dites qu'il vaudrait mieux encore parler aux pierres. Spoiler, ce sera le cas. Mais plus tard, les lettres vous sauvent. Du moins, c'est ce que vous espérez à chaque fois que vous en écrivez une. Vous vous installez au petit bureau près de la fenêtre, celle qui donne sur rien, comme on l'a vu, avec votre encrier, vos plumes et cette pile de parchemins qui sentent légèrement la chèvre. Il fait un peu froid. Vos doigts sont raides, mais vous commencez. Très cher père, j'espère que vos affaires prospèrent. Non. Trop formel. Mon tendre époux, le silence de ta main pèse ici comme la brume sur la lande. Trop dramatique. Vous raturez. Vous recommencez. 3 fois. 4 fois. L'encre sèche plus vide que vos idées, et puis finalement, vous renoncez au lyrisme. Vous vous contentez d'écrire ce qui compte, que le cuisinier a mis trop de coriandre dans le ragoût, que vous avez brodé une grenouille avec une couronne, que le vent dans les latrines fait un bruit de violoncelle malade. Ce sont des détails, des miettes, mais ce sont vos miettes. Les historiens se disputent encore pour savoir quelle était la proportion d'analphabétisme chez les femmes nobles au Moyen Âge. On vous dit que c'est rare, mais vous savez lire et écrire. Enfin, vous le prétendez. Vous avez une bonne mémoire, quelques formules bien apprises, et surtout, vous êtes déterminé à remplir ces pages, même si le latin de votre catéchèse s'invite parfois sans prévenir. Mais écrire, ce n'est que la première étape. Il faut ensuite trouver un pigeon, littéralement. Le pigeonnier se trouve dans l'aile ouest, près des écuries. On y accède par un escalier si étroit que vous avez déjà envisagé d'y laisser une pantoufle pour voir si un prince viendra vous chercher. Spoiler, non. Là-bas, un garçon aux oreilles sales gère les bêtes. Il s'appelle Guilhem et semble avoir la moitié d'un cerveau et toute la tendresse du monde pour ses pigeons. Vous lui remettez vos lettres. Il les lit parfois, vous le savez, mais vous vous en fichez. À force, vous avez même commencé à glisser des blagues dans les marges, rien que pour voir s'il sourit. Il sourit. Vous l'avez surpris une fois. C'était agréable. Mais les pigeons, eux, n'ont pas le sens de l'humour. Ils volent. Ou pas. Il arrive qu'une lettre ne parte jamais, ou qu'elle parte, mais n'arrive jamais. Ou qu'elle arrive, mais soit trempée, mâchonnée, ou visiblement utilisée comme papier toilette d'urgence par un ermite dans les montagnes. Une anecdote circule ici. Une lettre envoyée à une duchesse aurait mis 14 ans à arriver. Elle avait été perdue dans un coffret transporté à dos d'âne, oubliée dans un monastère, puis redécouverte pendant l'inventaire d'un legs funéraire. Elle était signée par un amant disparu depuis longtemps. La duchesse a répondu par un mot unique. Trop tard. Vous adorez cette histoire. Vous avez une boîte où vous gardez les réponses que vous recevez. Elles sont rares et souvent décevantes. Un mot, une formule, un paragraphe sans émotion, mais vous les relisez quand même, à voix basse parfois, comme une prière inversée. L'un de vos rêves secrets, vous en avez une collection, est de recevoir une lettre qui vous bouleverserait, pas forcément romantique, juste sincère. Une lettre qui dirait « Je pense à vous » ou même mieux « Je vous comprends ». Vous n'en avez jamais reçu. Mais vous continuez à écrire comme si c'était possible. Et puis, il y a les lettres que vous ne postez jamais. Celles que vous glissez dans le tiroir secret de votre coiffeuse. Une lettre à votre mère. Une lettre à cette petite vous, de 10 ans, qui croyait que les châteaux étaient magiques. Une lettre à Gérard le pigeon pour le remercier de sa fidélité, malgré son haleine. Parfois, vous écrivez des lettres imaginaires à des gens qui n'existent pas,
une poétesse grecque, une magicienne perdue dans les brumes du Nord, une reine déchue qui cultive des oignons, et vous leur racontez tout, vos douleurs, vos petits bonheurs, vos observations absurdes. Écrire, c'est respirer, une respiration lente, tremblante, mais continue. Et parfois, vous recevez des lettres inattendues. Un jour, un parchemin glissé sous la porte. Une écriture fine. Pas signée. Juste une phrase. Les murs aussi savent se taire. Vous l'avez lu 20 fois. Vous ne savez pas qui l'a envoyé. Peut-être une suivante, peut-être un garde, peut-être une autre âme esselée de l'autre côté d'un mur. Depuis ce jour, vous avez répondu et glissé la lettre dans une fissure près de l'âtre. Le lendemain, elle avait disparu. Le surlendemain, une nouvelle vous attendait. Même les pierres ont des oreilles, mais elles aiment ce que vous écrivez. Vous n'en avez parlé à personne. Cela fait maintenant 3 mois que cet échange secret continue. Des phrases, des réflexions, des petits poèmes. Vous avez même osé écrire « Je me sens seul ». La réponse est arrivée 3 jours plus tard. Moi aussi. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est tout. Et ce soir, en refermant votre encrier, vous souriez. Pas parce que vous avez écrit quelque chose de génial. Aujourd'hui, c'est le jour du bain, ce qui, en langage médiéval, signifie « quelqu'un a décidé qu'on allait se mouiller volontairement pour une fois ». Ce n'est pas rien. L'eau chaude ne coule pas du mur, et votre baignoire ressemble davantage à un gros tonneau qu'à une oasis de détente. C'est rustique, et pas dans le bon sens du terme. Le bain a lieu dans une pièce spéciale tout en bas du château, près des cuisines. Pourquoi là? Parce que c'est là que l'on peut faire chauffer suffisamment d'eau. Et aussi, probablement, parce que personne n'a envie de sentir cette vapeur un peu rance remonter jusque dans les appartements nobles. 2 servantes s'activent déjà à remplir votre baquet à la louche. Vous entendez l'eau bouillir dans des chaudrons. L'ambiance est celle d'une potion de sorcière, odeur comprise. On a ajouté un bouquet d'herbes censé purifier la peau. Romarin, lavande et peut-être un peu de foin. Oui, du foin. Ce n'est pas grave. Vous ne cherchez plus à comprendre. Vous vous glissez dans l'eau tiède en retenant un frisson. C'est trop chaud au début, puis tout de suite trop froid. Il n'y a pas de juste milieu ici. Vous inspirez, vous expirez, et vous vous rappelez que la propreté, pour une femme noble, est un devoir moral, mais pas forcément un plaisir personnel. Les historiens se disputent encore pour savoir si les femmes médiévales se lavaient réellement si peu. Certains disent « oui, bien sûr », d'autres affirment qu'elles faisaient preuve d'une hygiène bien plus soignée qu'on l'imagine. Vous avez votre propre théorie. Tout dépend de la saison, de l'humeur et de la température de la pièce. Car soyons honnêtes, se laver nu dans un seau en bois pendant qu'une servante vous récite des versets pour détourner les yeux, ce n'est pas l'expérience spa de vos rêves. Et ce n'est même pas privé. Margot est là, pour vous tendre le savon. Isabeau supervise. Une suivante arrive avec des draps chauds. Et le garçon de cuisine, lui, traverse par erreur, ou pas, la pièce avec un panier d'oignons. Oui, il a vu quelque chose. Oui, vous avez crié. Non, personne ne lui a dit de ne pas repasser par là. Une anecdote amusante. Une comtesse, paraît-il, faisait laver ses perruques plus souvent qu'elle-même. Une fois par semaine, ses domestiques trempaient ses chevelures postiches dans du lait d'avoine, pendant qu'elle mangeait des figues. Résultat, elle sentait bon, uniquement quand elle portait ses cheveux numéro 2. Mais revenons à vous, dans ce bain pas si chaud. Vous vous savonnez avec un mélange étrange, cendres, graisse animale et herbes odorantes. Un savon qui pique un peu, mais qui a le mérite d'exister. Vous essayez de frotter doucement, de ne pas penser au regard, de ne pas penser à tout court, et vous réalisez que, dans cet instant fragile, vous êtes à nu. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Vous êtes dépourvu de votre rôle, de vos titres, de vos obligations. Vous êtes juste
Vous, une femme, fatiguée, froide et légèrement couverte de mousse. Ce moment de vulnérabilité vous traverse. Vous regardez vos mains, ridées par l'eau, vos jambes trop pâles, votre ventre que vous n'avez jamais appris à aimer ni à détester. Vous n'avez jamais vraiment eu le temps. On ne vous a jamais demandé ce que vous en pensiez. Et puis, bien sûr, le silence est rompu. Madame, il faut faire vite. L'eau va refroidir. Merci, Isabeau. Toujours là pour rappeler que le confort est chronométré. Vous soupirez et vous rincez, tant bien que mal. Une suivante vous tend une toile rêche pour vous sécher. Le tissu gratte, mais ce n'est pas si désagréable. C'est une sensation au moins. Vous vous souvenez d'un détail étrange? Une vieille nourrice racontait qu'au temps des grandes pestes, on pensait que l'eau ouvrait les pores et donc attirait la maladie. Du coup, les gens préféraient ne pas se laver du tout. À la place, ils se parfumaient, des couches de senteur sur des couches de crasse, le tout verrouillé par des amulettes en poil de loup. Vous vous demandez si ça marchait? Probablement pas, mais au moins ça tenait les mouches à distance. Une fois séché, vous enfilez une robe propre, lavée il y a 3 semaines, ce qui, ici, est très acceptable. Vous vous sentez presque bien, légère, comme une version temporairement humaine de vous-même. Mais cette sensation ne dure jamais. À peine sorti de la salle de bain, vous êtes réintégré dans le décor. Vos dames reviennent à leur poste. On vous demande si vous voulez faire préparer votre chevelure. Vous répondez que non. Vous avez envie de garder cette liberté quelques heures encore. Ces mèches humides, indomptées, qui vous rappellent ce que vous avez un corps. Un vrai. Et pas seulement une fonction. Les bains collectifs, quand ils sont organisés, ressemblent à des sortes de réunions sociales. On parle, on chuchote, on échange des recettes de cataplasme. Vous vous souvenez d'un moment gênant où une suivante a raconté, très sérieusement, que le vinaigre de mûre faisait fuir les mauvaises pensées. Elle en a renversé sur vos pieds. Depuis, vous avez des pensées très confuses à chaque fois que vous voyez une tarte. Et malgré tout, malgré l'inconfort, malgré l'exposition, vous attendez ces jours-là. Parce que ce sont les seuls moments où votre corps devient un peu plus réel. Où vous sortez du rôle, du regard figé des portraits. Où vous pouvez juste exister. Ce soir, vous retournez dans vos quartiers avec les cheveux encore humides. Vous vous allongez sans coiffe. C'est audacieux. Margot vous jette un regard horrifié. Vous lui faites un clin d'œil et vous fermez les yeux. Vous êtes propre. Éphémèrement, mais propre. Et dans ce monde de pierre, c'est une victoire. Le repas commence à la tombée du jour. Enfin, commence est un mot ambitieux. Disons qu'il se met en place. Lentement, comme tout ici. On dresse une longue table dans la grande salle surplombée de candélabres poussiéreux et encadrée par des murs qui ont probablement entendu plus de prières qu'un monastère entier. Vous arrivez, vêtu de votre robe de velours, celle avec les manches si longues qu'elle pourrait servir de torchon d'apparat. Vous êtes assise à une place déterminée depuis le premier jour, ni trop près du foyer, ni trop près de la porte, juste assez noble pour être visible, pas assez importante pour être entendue. Le repas commence par une prière. Longue. Très longue. Vous remerciez le ciel pour les récoltes, la santé, la paix, et intérieurement, vous suppliez pour un peu de pain tiède. Finalement, les plats arrivent, lents, pompeux, décoratifs. Ce soir, par exemple, cygne farci. Oui, un vrai cygne. Entouré de petites pâtisseries salées en forme de lion. C'est visuellement impressionnant. Gustativement, disons, sec. Vous mâchez avec élégance. On vous sert ensuite une soupe tiède contenant des pois, des raisins secs et, pour une raison obscure, des pétales de rose. Une soupe conceptuelle, donc. Vous en prenez 2 cuillerées, juste pour montrer que vous êtes reconnaissante d'être nourrie par des artistes culinaires visiblement traumatisés.
Les historiens se disputent encore pour savoir dans quelle mesure les repas de la noblesse médiévale étaient réellement fastueux au quotidien. Ce que vous pouvez affirmer, c'est qu'ils sont lents. Chacun dure des heures, non pas parce qu'on mange beaucoup, ce serait supportable, mais parce qu'on parle. Enfin, ils parlent. Autour de vous, les conversations se font en latin, en vieux français ou dans ce dialecte local que même vos oreilles n'ont pas encore apprivoisé. On discute de taxes, de récoltes, de la météo en Hongrie. Vous tentez d'avoir l'air intéressé, mais vous pensez surtout à votre pigeon Gérard et à ce qu'il pourrait bien faire en ce moment. Probablement plus amusant que cette discussion sur la fluctuation des prix du seigle, on vous adresse rarement la parole. Une fois, le chapelain vous a demandé si vous trouviez la soupe assez salée. Vous avez répondu « oui » et il a dit « c'est ce que je pensais ». Depuis, silence radio. Mais il y a les sons. La salle résonne. Couverts en métal, vaisselle en terre, murmures, tout, raclement de gorge, un véritable orchestre cacophonique. Une ambiance que vous imaginez transformée en ASMR, pour insomnie grave. Son de repas médiéval trop long pour vous endormir lentement. Le hit du siècle. Une anecdote s'insinue dans votre mémoire. On raconte qu'une duchesse allemande interdisait à ses convives de parler pendant les repas. Silence absolu. Elle engageait des mimes pour commenter les plats à la place. Un spectacle à la fois fascinant et terriblement absurde. Vous auriez adoré assister à ça. Mais vous êtes ici, à votre place, face à un morceau de pain dur comme une tuile que vous trempez dans une sauce tiède sans oser demander ce qu'elle contient. Vous vous faites des paris avec vous-même. Si le prochain plat est comestible, je m'autorise à rêver cette nuit. Sinon, je récite le psaume 6 à l'envers. Le plat suivant, cervelle en gelée. Le psaume 6 l'emporte. Vous observez les autres dames à table. Elles mastiquent avec cette grâce étudiée, comme si chaque bouchée était filmée pour la postérité. Vous essayez de les imiter, mais une biscotte traîtresse manque de vous casser une dent. Personne ne semble avoir remarqué, sauf Isabeau, évidemment, dont l'œil vous surveille comme un faucon sociologique. À la fin du repas, on apporte des fruits confits. Vous les adorez, non pas pour le goût, trop sucré, trop collant, mais parce que cela signifie que ça se termine enfin, et que bientôt, vous pourrez retourner à votre chambre, ôter vos chaussures rigides et respirer à votre rythme. Mais ce n'est pas encore fini. Le seigneur du château, votre époux, sur papier, demande un entremets, un petit divertissement pendant qu'on digère. Ce soir, un petit garçon déguisé en arbre récite un poème sur la vertu. Vous l'observez avec cette fascination épuisée qu'on réserve aux choses à la fois ridicules et touchantes. Il trébuche, marmonne et reçoit une pomme en récompense. Il sourit. Vous aussi. Et enfin, le signal. Une servante retire les chandelles une à une. Les convives se lèvent, s'inclinent, se dispersent comme des ombres fatiguées. Vous marchez lentement vers vos appartements. Vos chaussures font clac-clac sur le sol de pierre. Le son familier du retour à la solitude. Une dernière anecdote vous revient. Certaines dames, très seules, ont fini par parler à leur plat. Une baronne, paraît-il, s'adressait chaque soir à son pichet comme à un mari absent. Vous vous demandez si vous en êtes loin. Pas tant, honnêtement. Dans votre chambre, vous vous asseyez sur le lit. Vous repensez à la soupe, au cygne, au petit garçon arbre, au psaume 6, et vous vous dites que les repas, ici, sont comme le château lui-même, longs, froids et légèrement absurdes. Mais ils passent, comme tout le reste. Et dans ce monde où chaque instant dure une éternité, faire passer le temps est une victoire en soi. Il y a des jours où votre principale activité consiste à regarder par la fenêtre. C'est noble, contemplatif, poétique, enfin, en théorie. En pratique, la vue n'a pas changé depuis probablement 6 mois. Vous la connaissez par cœur, cette cour intérieure. Une étendue de gravier gris, 2 touffes d'herbes persistantes, un puits que personne n'utilise vraiment, et une chèvre obstinée qui vous fixe,
tous les matins, comme si vous lui deviez de l'argent. La fenêtre n'est pas très large. Une ouverture étroite, tout juste suffisante pour laisser passer un pigeon ou un courant d'air glacial. Il faut vous pencher un peu pour espérer attraper un rayon de lumière. Et encore, les jours de pluie, c'est-à-dire, souvent, l'unique source d'éclat est le reflet de l'eau dans une flaque stagnante. Vous en êtes venu à lui donner un nom, Clotilde, Clotilde la flaque. Les historiens se disputent encore sur l'emplacement des fenêtres dans l'architecture féodale. Certains affirment qu'elles étaient pensées pour l'éclairage, d'autres pour la défense. À vous de trancher. Ici, elles sont clairement pensées pour ne pas déranger les murs. L'intimité des pierres d'abord. Et pourtant, vous y revenez, à cette petite ouverture sur rien, parce qu'à défaut d'ouvrir vers l'extérieur, elle ouvre vers l'intérieur, vers vos pensées, vers vos rêveries. Vous vous surprenez à observer les moindres détails, le rythme des ombres sur les pavés, la lenteur d'une araignée sur le rebord, le vol maladroit d'un corbeau trop confiant. Vous créez des histoires. Vous vous racontez que la chèvre est une princesse transformée par un sorcier malveillant, que la flaque est une mer miniature dans laquelle naviguent des bateaux invisibles, que l'ombre de la tour, quand elle atteint un certain angle, révèle un passage secret vers une autre époque. Vous êtes devenue experte en contemplation inutile, une philosophe de la monotonie. Et honnêtement, ce n'est pas si mal. Une anecdote étrange, on raconte qu'une châtelaine anglaise du 14e siècle passait ses journées à dessiner ce qu'elle voyait par la fenêtre, mais avec une particularité. Elle dessinait ce qu'elle aurait voulu voir, des éléphants, des sirènes, des navires gigantesques, des feux d'artifice. Son carnet, retrouvé des siècles plus tard, est un chef-d'œuvre de surréalisme avant l'heure. Vous y pensez souvent, car vous aussi, vous imaginez que cette fenêtre donne sur une forêt enchantée, que derrière la colline, il y a une ville où l'on rit fort et où l'on danse les soirs de pluie, qu'un jour, une montgolfière en lin descendra lentement du ciel pour vous emmener au-dessus des nuages. Oui, vous savez que les montgolfières n'existent pas encore. Ce n'est pas grave. Dans votre tête, elles sont là. Mais ces rêveries ont leurs limites. Certains jours, elles deviennent des cages plus que des échappatoires. Vous réalisez que vous regardez le monde sans y participer, comme une actrice confinée aux coulisses d'une pièce qu'on joue sans elle. Et cette passivité, lentement, devient pesante. Alors vous variez les plaisirs. Vous observez les gens, le jardinier qui parle à ses légumes, la servante qui cache un billet sous une pierre. Oui, vous avez vu. Le palefrenier qui nourrit son cheval en lui chantant des ballades paillardes en version censurée. Ce sont des bribes de vie, de vraie vie. Et vous les collectionnez, comme des cartes postales visuelles. Un jour, un enfant du village est entré dans la cour. Par erreur, peut-être. Il a couru en rond, poursuivi par un chien boiteux. Il a ri. Fort. Une vraie explosion sonore dans le silence figé du château. Vous avez pleuré ce jour-là. Pas de tristesse, juste de surprise. C'était un son oublié. Et il vous a frappé comme une gifle douce. Depuis, vous espérez qu'un autre enfant entre, qu'un bruit inattendu vienne perturber le cycle immobile, qu'une feuille tombe différemment. Vous êtes devenue hyper attentive à l'infime. Chaque craquement, chaque brise, chaque variation de lumière devient un événement. Et puis, il y a le ciel, votre seul écran panoramique. Il change, lui. Il bouge. Il vous raconte des choses. Les nuages deviennent des personnages. Des scènes entières se jouent là-haut. Ce matin, vous avez vu un dragon poursuivant une dinde. Hier, c'était un navire affrontant une pieuvre. Demain, vous ne savez pas encore. Et c'est excitant. Mais parfois, il pleut. Et quand il pleut, la fenêtre devient un miroir trouble. Vous y voyez votre reflet. Un visage familier, mais flou. Des yeux qui cherchent. Une bouche qui ne dit plus grand-chose. Et vous vous demandez, est-ce que je suis encore moi?
ou seulement une femme au bord d'une fenêtre, vous secouez la tête, vous retournez à votre coussin, mais l'image reste, et vous savez que demain, vous reviendrez encore, regarder, imaginer, attendre, car même si la vue ne change pas, vous changez un peu chaque jour. Vous apprenez à voir autrement, à lire les silences, à décoder l'immobile, et un jour, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, vous vous le promettez, vous sortirez de ce château, par la grande porte ou par une autre. Mais pour l'instant, il y a la flaque Clotilde, et elle vous attend. Il fait froid dans la chapelle. Un froid particulier, feutré, qui ne pique pas mais qui s'infiltre lentement sous vos couches de laine, comme une prière discrète qui s'accroche à la peau. Vous êtes assise sur le banc de droite, celui qui craque moins que l'autre, avec les mains croisées, les yeux baissés, posture de rigueur. Mais en vérité, votre esprit vagabonde déjà loin des psaumes. La chapelle est petite, décorée avec plus de foi que de goût. Une icône mal dorée, quelques cierges tremblotants, un vitrail sans grand panache. Mais c'est un des rares endroits où vous pouvez être presque seul. Parce qu'ici, dans le silence religieux, personne n'ose trop vous parler. Et ça, c'est un luxe. Vous venez souvent, pas tant pour prier que pour respirer, pour avoir un espace à vous, un espace sacré, certes, mais surtout libre. Vous pouvez y chuchoter sans être interrompu, rester immobile sans que quelqu'un vous demande si vous avez besoin de quelque chose. Vous pouvez même fermer les yeux et faire semblant de méditer alors que vous êtes simplement en train de réfléchir à ce que Gérard, votre pigeon préféré, penserait de la liturgie du jour. Les historiens se disputent encore pour savoir si la foi médiévale était sincère ou instrumentalisée, surtout chez les femmes nobles. Était-ce une conviction profonde ou une manière imposée de canaliser les émotions, les frustrations, la solitude? Peut-être un peu des deux. Vous n'avez pas tranché. Parfois vous y croyez, parfois vous faites semblant, mais vous êtes là, et ça suffit. Il y a un crucifix en bois, au-dessus de l'autel, le genre de sculpture qui vous regarde toujours un peu de travers, avec un regard mi-sévère, mi-fatigué. Vous avez un pacte secret avec lui. Vous ne lui posez pas de questions, il ne vous donne pas de réponse. Ça fonctionne. Et puis, il y a ce petit coin, derrière la grande colonne. Un recoin que personne ne nettoie vraiment. Vous y avez glissé un coussin. Vous vous y installez parfois, à l'abri des regards. Vous y avez pleuré, écrit, même dormi une fois, après une migraine déguisée en ferveur spirituelle. Personne ne vous a dérangé. C'est là, justement, que vous cachez vos petits secrets. Une lettre pliée en 8, écrite à la première personne, chose rare pour vous. Une mèche de cheveux attachée par un fil doré. Une miniature ridicule que vous avez peinte vous-même. Une chèvre avec une auréole. Vous appelez ça votre hôtel privé? C'est puéril et profondément réconfortant. Une anecdote que vous adorez. Une abbesse célèbre aurait gardé sous son oreiller un petit ours en tissu qu'elle appelait Saint Grincheux. Personne ne devait jamais le voir. À sa mort, il a été embaumé. Vous pensez souvent à elle, à cette dualité entre devoir et douceur cachée. C'est exactement ce que vous ressentez dans cette chapelle. Aujourd'hui, le chapelain marmonne une homélie sur l'humilité. Vous suivez par bribes. Il parle d'épines, de silence, de désert. Vous regardez le vitrail. Il représente un agneau, très probablement symbolique. Mais il est un peu trop dodu. Vous imaginez un mouton qui aurait abusé des restes du banquet de la veille. Et soudain, vous étouffez un rire. Oui, ici, au milieu des psaumes. Margot, assise 2 rangs derrière, vous jette un regard inquiet. Vous vous ressaisissez, immédiatement, digne, pénétré de foi, ou du moins de concentration. Mais ce petit moment de relâchement vous fait du bien. Il vous rappelle que vous êtes encore capable de rire, même si c'est à l'intérieur. Vous aimez ces moments après la prière, quand la chapelle se vide. Il reste quelques murmures, des bruits de pas,
un soupir oublié, et vous, toujours là, seul, mais pas vraiment, parce que les murs ici ont absorbé tant de mots, tant d'aveux, tant de soupirs semblables aux vôtres, qu'ils vous font écho, et parfois, juste parfois, vous ressentez quelque chose, une présence, un apaisement, peut-être est-ce la foi, peut-être juste le silence, peut-être votre imagination, devenue experte en magie douce, mais c'est là, et c'est tout ce qui compte. Vous vous surprenez à prier pour des choses étranges, pas pour la paix dans le royaume ou la santé de votre mari, non, pour des choses minuscules, une journée sans vent glacial, une serviette chaude, une lettre qui arrive, un pigeon en bonne santé, une pensée qui vous tiendrait compagnie plus longtemps que les autres. La chapelle est devenue votre boîte à secrets, un lieu où vous ne jouez pas à être une dame, où vous n'êtes ni épouse, ni maîtresse de maison, ni hôtesse silencieuse. Vous êtes juste une âme fatiguée qui cherche un peu de douceur. Ce soir encore, vous allumez une bougie, pas par superstition, par habitude. Vous regardez la flamme. Vous l'imaginez capable de porter vos pensées jusqu'à l'extérieur, jusqu'au ciel, ou juste jusqu'au bout de la cheminée. Et vous murmurez, à mi-voix, sans savoir à qui vous parlez vraiment, « Je suis encore là. Le temps n'existe plus vraiment, ici. » Ou du moins, il ne ressemble pas à celui que vous connaissiez. Il ne se découpe pas en heures nettes, en matins clairs et en soirs feutrés. Il se dilue, il se traîne. Il s'étire comme la cire chaude d'une chandelle oubliée. Vous ne savez plus exactement quel jour on est. Mercredi? Dimanche? Une fête religieuse? Peut-être. Il y a eu un carillon ce matin, mais il y a des carillons pour tout, alors vous ne cherchez même plus à deviner. Vous vous contentez d'être là, dans le languissement des moments, sans début ni fin. Il y a bien une horloge dans la tour principale, mais elle sonne avec la régularité d'un vieil homme qui tousse dans son sommeil. Parfois trop tôt, parfois pas du tout. On vous dit que c'est le rythme naturel du château. Une jolie formule pour dire qu'ici, le temps fait ce qu'il veut. Et vous, vous suivez. Les historiens se disputent encore sur la perception du temps chez les femmes nobles médiévales. Était-il vécu comme un enchaînement de devoirs ou comme une attente constante, un effacement progressif? Vous avez une idée. Vous le ressentez comme un marécage tiède. Pas désagréable, mais dans lequel chaque pas s'enfonce un peu plus que le précédent. Vous avez cessé de compter les semaines depuis que vous avez arrêté d'attendre le retour de votre mari. Ce n'est pas une décision tragique, juste pratique. À quoi bon compter quand rien ne change? Vos journées sont comme des perles blanches sur un fil infini, identiques, lisses, silencieuses. Une anecdote étrange. Une noble italienne aurait inventé un système de mesure du temps à base de bougies parfumées. Chaque parfum représentait une tâche ou une humeur. Lavande pour la prière, romarin pour la lecture, miel pour la rêverie. Elle allumait une bougie selon son humeur du jour, sans chercher à savoir l'heure réelle. Une révolution olfactive. Vous songez à faire pareil. Ici, votre seul vrai repère, c'est la lumière. L'ombre sur le sol de votre chambre, qui s'allonge doucement jusqu'à frôler votre tapis. Le rayon oblique qui traverse la fenêtre de la galerie juste après le repas. L'éclat tremblant des chandelles qu'on apporte à la tombée du soir. Ce sont vos cadrans, vos aiguilles, vos lunes intérieures. Et puis, il y a les gestes, répétés 1000 fois. Vous savez exactement combien de pas séparent votre lit de la fenêtre. Vous savez combien de coups de brosse il faut pour démêler vos cheveux le soir. Combien de gouttes tombent dans le bassin de pierre pendant que vous vous lavez les mains. Le temps, ce sont vos mouvements, pas les cloches. Vous avez même arrêté de poser des questions. Quand revient-il? Quel jour sommes-nous? Est-ce bientôt la fête de Sainte-Cécile? Trop de fois, on vous a répondu par un haussement d'épaule, ou pire, un sourire poli. Alors vous ne demandez plus. Vous inventez?
Vous déclarez qu'aujourd'hui est la journée des pensées farfelues, ou la fête du pigeon Gérard. Margot joue le jeu. Isabeau vous juge. Vous vous en fichez. Ce matin, vous avez décidé que c'était votre anniversaire. Ce n'est probablement pas le cas, mais vous vous êtes offert une pomme et 1 heure sans broder. Cadeau acceptable dans ce monde où la fantaisie est un acte de résistance. Parfois, la lenteur vous pèse, surtout les jours où même la lumière semble hésiter à vous rejoindre. Vous avez des pensées sombres, une impression de flotter dans du brouillard tiède, de vous effacer doucement, comme une peinture trop souvent frottée, mais d'autres fois, cette lenteur devient apaisante. Une berceuse sans fin. Vous n'avez pas de rendez-vous, pas d'urgence, pas de notification, juste le flux. Vous vous laissez porter, vous relâchez les épaules, vous soupirez sans raison, vous regardez les murs respirer, et puis il y a ces soirs où vous êtes assise, seule dans le coin de la pièce, à écouter les bruits du château, les pas lointains, le feu qui crépite, la pluie sur les pierres. Vous réalisez que vous êtes encore là, pas aussi forte, pas aussi joyeuse, mais toujours entière, silencieuse, présente. Vous vous souvenez du tout début, des couloirs trop longs, de la robe trop lourde, de cette solitude immense, brute, qui vous tombait dessus comme un seau d'eau froide. Aujourd'hui, elle est toujours là, mais elle vous connaît, et vous la connaissez. Vous avez fait la paix, vous avez trouvé un rythme, une pulsation, une respiration. Le temps est flou, oui, suspendu, mais il est devenu votre allié, lent, capricieux, imprévisible, et finalement très humain. Et ce soir, alors que vous fermez les yeux, vous vous dites que vous n'êtes pas prisonnière de ce château. Vous êtes juste en train d'attendre quelque chose que vous ne pouvez pas nommer. Mais vous savez qu'un jour, ce quelque chose arrivera, ou pas, et c'est très bien comme ça. Voilà. Le vent souffle doucement contre les murs épais du château, comme un dernier soupir avant le sommeil. La bougie vacille. Les pierres soupirent. Vous êtes de toujours là. Peut-être un peu plus calme. Peut-être un peu plus légère. La solitude, ce manteau froid et dense, s'est transformé en châle tiède, presque doux. Il ne se passe rien, vraiment. Et pourtant, vous sentez que quelque chose a bougé. En vous, autour de vous. Comme si le silence avait une musique que vous commencez enfin à entendre. Et cette lenteur que vous redoutiez tant devient un rythme rassurant. Une respiration à laquelle vous pouvez vous abandonner. Alors maintenant, ne bougez plus. Laissez vos paupières s'alourdir, lentement. Il n'y a plus de pigeons, plus de prières, plus de robes trop lourdes. Juste le calme. Juste cette voix qui s'éteint doucement pour vous laisser partir, là où les châteaux deviennent des nuages, où les murs se dissolvent, et où la solitude n'est plus qu'un vieux souvenir flou. Bonne nuit, chère dormeuse de pierre.